Très souvent, le vrai business n'est pas celui qui paraît. Dans beaucoup de cas, la vraie source de richesse et de revenus est très différente du business qu'on nous présente au grand public. Et dans cette session, je veux partager avec toi le business model de McDonald's. Celui que son fondateur a développé alors qu'il faisait face à des difficultés financières. Une idée géniale qui a révolutionné tout le business de McDonald's. Et tu comprendras avec moi que la vraie source de revenus de cette entreprise ne vient pas des hamburgers qu'on nous présente, mais est tout ailleurs. Pourquoi c'est important pour toi et moi de connaître ce business model? Pas simplement pour la culture générale, mais pour savoir quels sont les moyens que nous aussi nous pouvons développer pour pouvoir développer d'autres sources de revenus. Peut-être en ce moment, tu as des difficultés d'expansion. Peut-être en ce moment, tu as des objectifs d'accroître ta profitabilité. Peut-être en ce moment, tu as des difficultés à joindre les deux bouts et tu te poses les questions de savoir comment est-ce que je peux faire pour avoir plus de revenus, plus de profits. Cette vidéo peut être la vidéo que tu attendais. Donc, sois attentif et écoute bien. Très souvent, les gens pensent que le fondateur de McDonald's, c'est Ray Kroc parce que c'est lui la face. Mais les gens ne savent pas qu'en réalité, il n'est pas le créateur du concept. Le concept des restaurants McDonald's vient de deux frères, Maurice et Richard McDonald. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, ce soit Ray Kroc que l'on voit et que l'on connaisse comme le fondateur? En réalité, Ray Kroc est né d'une famille très modeste. Très bon pianiste parce que sa maman était une enseignante de musique, particulièrement de piano. Et pendant une bonne partie de sa jeunesse, il gagnait sa vie de deux manières. Dans la journée, il était vendeur, il était commercial. Et dans la soirée, il jouait dans les cabarets pour avoir de l'argent. Il jouait avec des orchestres. Mais très rapidement, lorsqu'il s'est marié, après les premières maternités de son épouse, il a décidé de se focaliser essentiellement à une activité qui aura plus d'impact financier sur sa vie. Il décida donc d'abandonner les soirées dans les cabarets et de se focaliser essentiellement à devenir un bon vendeur. C'est comme ça qu'il est devenu commercial d'une société qui vendait les gobelets en papier. Et il est devenu après quelques temps le meilleur vendeur sur le plan national. Je parle des États-Unis. Et le succès qu'il a eu dans la vente des gobelets papier lui a permis de pouvoir décrocher un contrat de représentation d'une nouvelle société qui faisait des mixeurs milkshake. Les milkshakes, ce sont ces breuvages à base de lait, de crème glacée et d'arômes que les gens aiment à prendre souvent, très souvent même dans les fast-foods ou dans les glaciers. Et il était donc le représentant de cette société qui commercialisait les mixeurs qui permettaient de faire les milkshakes. Et dans cette nouvelle aventure, le succès était vraiment extraordinaire. Sur le plan national, c'est un produit qui a pris de l'ampleur. Mais jusque-là, Ray Kroc n'était toujours pas riche. Malgré ses ambitions, il n'avait pas encore atteint ses objectifs d'être financièrement riche. Mais quelque chose va se passer en 1952. Et à ce moment, Ray Kroc a 52 ans. Quelque chose qui, pour beaucoup d'autres personnes, peut paraître normal, mais pour Ray Kroc, qui au fil des années avait développé la capacité de déceler ses opportunités, il a dit ça, ce n'est pas un fait normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu une commande d'un petit restaurant en Californie de 8 mixeurs milkshake. Un petit restaurant commande 8 mixeurs milkshake. Ray Kroc a dit ça, c'est anormal. Comment un petit restaurant peut commander autant de mixeurs? Qu'est-ce qui se passe? Ray Kroc poursuit sa curiosité et décide de se rendre à San Bernardino, en Californie, pour voir ce phénomène, comme lui-même l'appelait, de ses propres yeux. Lorsqu'il arrive, il se renseigne, il découvre où se trouve ce restaurant. Il arrive dans la matinée, il n'y a rien d'anormal. Il n'y a même presque pas personne, presque pas de clients dans ce restaurant. Les gens sont affairés et ils font des activités normales que l'on voit dans tout restaurant. Mais vers midi, un phénomène se produit. Il voit des centaines de voitures remplir le parking et des longues files d'attente se mettre en place et un service d'une rapidité excellente se déploie et les gens commencent à acheter. Ils se lèvent impressionnés par le nombre, impressionnés par la qualité de service et ils posent des questions à ceux qui sont venus se servir et acheter.
que est-ce que vous avez l'habitude de venir ici? Est-ce que c'est vraiment un bon restaurant? Et il est étonné de voir qu'une bonne partie des gens qui l'interrogent disent que nous sommes ici chaque jour. Je me nourris ici chaque jour. C'est comme ça qu'il attend la fin du service et il se rapproche, il va vers le propriétaire et il trouve que ce sont des frères. C'est Maurice et Richard Donald qui ont mis sur pied ce restaurant, qui ont perfectionné le système de service de ce restaurant. Déjà, l'une des particularités de ce restaurant, c'est qu'il n'a pas un large menu. Son menu est simple. Hamburger, frites, milkshake. C'est tout. Mais le service est parfait. La propriété est de classe internationale. Ils ont mis sur pied ce qu'ils appelaient Speedy Service System. Un système de service rapide, mais d'une qualité extraordinaire. Et le goût d'un hamburger, si tu prenais un hamburger, tu goûtais, il avait le même goût que tous les autres hamburgers. Il n'y avait pas de déviation au niveau des goûts. Ils avaient systématisé la recette. Et c'était tellement impressionnant. Maintenant, Ray Kroc, lui, il est un vendeur. C'est un commercial. C'est le représentant des vendeurs de mixeurs. C'est un vendeur de mixeurs. Et lui, il réfléchit dans son esprit et il se dit, waouh, si ces gars, avec un restaurant, commandent 8 mixeurs, combien de mixeurs peuvent-ils commander s'ils multiplient ce restaurant dans tout l'État ou dans tout le pays? C'est comme ça qu'il leur propose. Mais il faudrait que vous franchisez votre concept. Il faut transformer votre concept en franchise et remplir le pays de vos restaurants. Parce que lui, à l'esprit, c'était quoi? Plus ils vont s'étendre, plus il va vendre des mixeurs. Et il leur propose donc de créer une franchise. La franchise, c'est quoi? C'est un moyen d'expansion de son business particulier. Ça veut dire que moi, par exemple, je crée un restaurant comme les frères McDonald's. Au lieu que moi-même, j'aille construire de nouveaux restaurants dans des autres villes, je vends mon label, je vends mon nom, je vends mon image de marque, je vends mon système de production, mon système comptable. Je vends tout mon système à des personnes qui sont prêts à investir dans leur localité pour refaire la même chose. Ça veut dire que moi, j'ai le restaurant, on m'appelle le franchiseur. Quelqu'un d'autre veut ouvrir le même restaurant ailleurs. Je lui donne mon nom. Ça veut dire que lorsqu'il va ouvrir ce restaurant, il ne va pas ouvrir avec son nom. Il va ouvrir avec le nom de mon restaurant qui est déjà connu, McDonald's. Je lui donne mon système pour produire les hamburgers, les frites et les milkshakes avec le même goût que chez moi. Je lui donne tout mon process. Il devient ce qu'on appelle le franchisé et moi, je suis le franchiseur. Il bénéficie de mon expérience, il bénéficie de ma notoriété, il bénéficie de mon système. Il n'a pas à créer à partir de rien. Je lui donne un système qui marche déjà. Et en contrepartie, qu'est-ce que lui me donne? Il me paye d'abord un montant forfaitaire au début pour devenir mon franchisé. Et dans toutes les ventes qu'il fera, il me donne un pourcentage. Moi, je suis le franchiseur, lui, il est le franchisé. L'avantage, c'est que moi, en tant que franchiseur, je n'ai pas à aller m'investir pour ouvrir d'autres restaurants. C'est lui qui s'investit. Je lui donne juste mon nom, mon label, mon système et mes process. Et je me rassure que tous les ans, il respecte ses process parce que c'est mon nom qui est en jeu. Lui, l'avantage pour lui, c'est quoi? Il utilise une marque qui est déjà connue. Il utilise un process et des systèmes qui marchent déjà. Ça lui permet de faire quoi? De sauter les étapes pour commencer à se faire beaucoup d'argent. Et c'est le concept-là que Ray Kroc propose aux frères McDonald's. Mais la réalité, c'est la vérité, c'est que les gars étaient déjà assez peinards. C'est-à-dire que ce restaurant-là leur avait déjà donné tellement d'argent. Ils avaient leur palace et ils n'étaient pas prêts à se lancer dans ce genre de tracasserie. Et Ray Kroc est un peu contrarié et c'est là où il a l'idée, pourquoi pas lui? Parce que lui demandait aux frères Donald de le faire eux-mêmes. Mais puisqu'il n'était pas prêt, Ray Kroc dit, qu'en est-il de moi? Est-ce que vous pouvez me permettre de devenir votre agent de franchisage? Ça veut dire que ce sera moi qui sera responsable d'étendre votre concept dans tout le pays selon le principe des franchises. Est-ce que ça vous dit? Ils sont tombés d'accord, ils ont signé les papiers et Ray Kroc est devenu leur agent de franchisage qui était chargé d'étendre le concept McDonald's dans tout le pays. Ça veut dire que les frères Donald, ils étaient là et ils entendaient simplement des royalties. Ils se sont entendus que tous les autres restaurants que Ray Kroc allait réussir à ouvrir ou tous les autres franchisés qu'il aurait réussi à mobiliser, qui allaient ouvrir ces restaurants, allaient verser
1,9% de leurs ventes à Ray Kroc. Et Ray Kroc, dans ces 1,9%, allait reverser aux frères McDonald's 0,5%. Ça veut dire que les franchisés, ils recevaient 1,9 et ils prenaient 0,5, ils reversaient au McDonald's et lui, il restait avec 1,4. Le deal a été signé et Ray s'est mis au travail. Avec ses compétences de vendeur, il a commencé à ouvrir, il a vendu le concept, les gens ont adhéré au concept, les gens sont devenus des franchisés et les restaurants McDonald's ont commencé à s'ouvrir dans tout le pays. Ce qui se passe, c'est que très rapidement, il a commencé à faire face à des difficultés. Il s'est avéré que les 1,4% qu'il recevait étaient trop petits pour couvrir ses charges de fonctionnement, pour couvrir ses besoins personnels et pour couvrir le projet d'expansion. Il avait la difficulté à maintenir la tête au-dessus de l'eau. Il est reparti voir les frères McDonald's pour essayer de renégocier. Ils ont refusé. Il était dans une impasse. Et c'est comme ça que un employé qui venait de recruter il y a quelques temps avant, ce n'était pas un employé comme les autres parce que lui, il venait d'une grande chaîne de restauration aux États-Unis qu'on appelait Tasty Freeze. On l'appelle Harrison Bourne. C'est lui qui a eu l'idée géniale qui va changer le business model de McDonald's. Et il décide, il propose à Ray Kroc qu'à part la corporation, la compagnie McDonald's, qu'il crée une autre compagnie qui, celle-là, est chargée du développement immobilier. Et Ray Kroc lui dit que qu'est-ce que ça a à voir avec la restauration? Il a dit, écoute-moi. Il a dit, quand nous voulons ouvrir ou un franchisé veut ouvrir un restaurant McDonald's dans une zone, nous y allons puisque nous avons l'exigence de ce que la qualité demeure. La qualité en termes de présentation, de décoration, d'alimentation, de nutrition et tout. Il propose donc à Ray que lorsqu'un franchisé veut ouvrir un McDonald's, eux, ils vont avec leur société immobilière, ils achètent le terrain, ils construisent le restaurant et ils louent le local aux franchisés. Ça veut dire que le franchisé qui achète, qui décide de devenir quelqu'un qui va porter le label McDonald's, va utiliser leur immeuble comme le site de son restaurant et tous les mois, il va leur payer un loyer. Mais dans ce loyer permettra de rembourser le prix du terrain, rembourser les prêts de la banque pour la construction du restaurant et il y aura encore une partie pour couvrir toutes les charges et permettre à McDonald's de respirer. Donc voilà ce qui se passe. Ça veut dire que ils viennent dans un lieu, ils rencontrent un propriétaire terrien, ils utilisent le montant forfaitaire parce que n'oubliez pas que le franchisé dépose un montant forfaitaire au départ et après il paye le pourcentage sur ses ventes. Ils utilisent le montant forfaitaire de départ. À l'époque là c'était 950 $ qu'un franchisé payait au départ pour devenir un franchisé et après il devait prendre les pourcentages dans ses ventes. Donc ils utilisaient les 950 $ là pour faire l'avance au propriétaire du terrain et négocier avec le propriétaire du terrain qui leur permettait de pouvoir utiliser ce terrain comme hypothèque pour obtenir le prêt de la banque, pour utiliser l'argent de la banque pour construire le restaurant. Et comme ils louaient le restaurant aux franchisés, ils utilisaient donc les montants des loyers, une partie pour rembourser le propriétaire du terrain, une autre partie pour rembourser les prêts de la banque et le reste permettait de couvrir leurs charges et de dégager du profit. Mes amis, cette idée a explosé les compteurs chez McDonald's. Ils ont commencé à se faire un argent extraordinaire. Pourquoi? Parce que McDonald's ne voulait pas faire souffrir ses franchisés. D'autres personnes, quand ils sont dans cette difficulté, ils vont dire aux franchisés, au lieu de verser 1,9%, par exemple, vous allez verser 3%. Non, Ray Kroc voulait vraiment que ses franchisés réussissent parce qu'il disait que leur succès, c'est notre succès. Plus ils réussissent, plus nous réussissons. Donc, il ne voulait pas aller augmenter leurs charges. Et c'est comme ça que lui et Harrison Bourne, son employé, ont eu cette idée géniale de créer un business derrière le business. Tout le monde sait que McDonald's, la première source de revenus de McDonald's, c'est les hamburgers, c'est les frites et tout ce qui va avec. Mais très peu de personnes savent que le vrai business de McDonald's, c'est l'immobilier. Il y a un business derrière le business. Laissez-moi vous lire une déclaration de Harrison Bourne, l'employé qui a eu l'idée géniale. Voici ce qu'il dit, et ça va tout dire. Il dit, techniquement, nous,
en parlant de nous, il parle de McDonald's Corporation, nous ne sommes pas dans la restauration, nous sommes dans l'immobilier. La seule raison pour laquelle nous vendons des hamburgers à 15 centimes est qu'ils constituent la plus grande source de revenus à partir de laquelle nos locataires peuvent nous payer notre loyer. Écoutez, il dit que techniquement, nous ne sommes pas dans la restauration. Oui, on sait que McDonald's c'est la restauration, mais techniquement, pratiquement, nous sommes dans l'immobilier. Pour dire quoi? Notre première source de revenus, c'est l'immobilier. Nous utilisons l'immobilier pour donner tout le confort à nos franchisés, pour produire la meilleure qualité en termes de produits, pour qu'ils puissent se faire de l'argent et de cet argent nous donner une partie en termes de loyer. Nous sommes dans l'immobilier. Nous ne sommes pas dans la restauration. Mes frères, écoutez le business derrière le business. Et en plus de ça, quelques temps plus tard, Ray Kroc a proposé aux frères Donald de racheter leur concept. Ils lui ont dit, si tu veux racheter ces 2,7 millions de dollars, il a réussi à trouver l'argent, il a payé le concept. Ça veut dire que désormais, les 1,9% de ventes qui allaient à lui et aux frères Donald, tous les 1,9% lui revenaient. En plus des revenus locatifs des différents restaurants, c'est comme ça que les revenus de McDonald's ont explosé le plafond et McDonald's est passé à une autre dimension. Mais ce que je veux que nous retenons ici, et ce sur quoi je veux que nous nous attardons, c'est le business derrière le business. La vraie source de revenus, la plus solide, c'est l'immobilier. Tous les McDonald's que vous voyez, cet immeuble dans lequel il y a le restaurant appartient à la société. Et le franchisé qui est dans cet immeuble, qui utilise le label McDonald's, qui est franchisé de McDonald's, paye les loyers. Et ce qui se passe encore, c'est quoi? C'est que des fois, ils prenaient des emprunts de 20 ans, 10, 20 ans. Après 10 ou 20 ans, le restaurant appartient totalement à McDonald's. Ça veut dire à partir de là, plus le temps passe, plus les marges augmentent. Parce que la dette envers la banque qui nous a aidé à construire le restaurant diminue et la dette envers le propriétaire terrien qui nous a vendu le terrain diminue. Ça veut dire que nous, nos marges, nous McDonald's qui louons le local aux franchisés, ne fait qu'augmenter et c'est comme ça là que c'est parti dans tous les sens. C'est une idée géniale. Et qu'est-ce que nous pouvons en tirer? J'ai retenu ici 5 points et je veux que tu suives attentivement. Parce qu'à la fin, la façade, c'est la restauration, mais le vrai business, c'est l'immobilier. La première leçon stratégique que j'ai tirée ici, c'est quoi? C'est que très souvent, le vrai business n'est pas celui qu'on voit. Ça veut dire que toi et moi, nous devons apprendre à regarder au-delà du produit que nous vendons. La bonne chose avec Ray Kroc, c'est qu'il voulait que ses franchisés gagnent. Et en voulant servir ses franchisés au plus haut niveau pour qu'ils puissent gagner, faisant en sorte qu'il y avait des marges qui ne pouvaient pas se faire sur ses clients. Et ce qui l'a placé dans une position inconfortable pour beaucoup, mais ça lui a donné aussi la capacité de venir avec cette idée géniale. Et il est important que nous aussi, nous sachions que derrière tout business peut se créer un autre business. Parce qu'un business, c'est quoi? C'est un système organisationnel que nous mettons en place pour pouvoir solutionner un problème. Et nous tous, nous savons que lorsqu'on apporte la solution à un problème, chaque solution à un problème crée un autre problème qu'il faut solutionner. Je vous prends un exemple. Lorsque tu vas acheter ton téléphone, maintenant que tu as le téléphone, ça crée un autre besoin. Il faut les unités, il faut le crédit, il faut les écouteurs, il faut les protections. Vous voyez que en achetant le téléphone, le smartphone parce que tu veux résoudre un problème, cet achat crée d'autres problèmes. Et à partir de là, tu comprends qu'il y a toujours un business derrière le premier business. Et ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon que j'ai notée ici, c'est quoi? Chercher à faire gagner ses clients regorge des opportunités cachées de fortune si nous pouvons voir au-delà des simples apparences. Toutes les fois que tu mets tes clients en premier, tu ne manqueras pas de trouver les opportunités pour te faire plus d'argent. C'est contraire à la philosophie populaire dans le monde du business où beaucoup de personnes sont dans une mentalité de compétition, même avec le client. On cherche à prendre le plus du client. Mais ce que les gens ignorent, c'est que lorsque tu cherches à faire gagner les clients, tu trouveras des opportunités que tu ne peux pas trouver autrement. C'est pour ça que je dis chercher à faire gagner ses clients
regorge des opportunités cachées de fortune si nous pouvons voir au-delà des simples apparences. La troisième leçon stratégique, c'est quoi? Le premier business a pour but de donner la capacité au client d'avoir les moyens pour payer les services du deuxième business. Écoute très bien ce que j'ai noté. Le premier business a pour but de donner la capacité au client d'avoir les moyens pour payer le service du deuxième business. C'est ça que Soundboard, laissez-moi vous relire. L'employé a dit, techniquement, nous ne sommes pas dans la restauration, nous sommes dans l'immobilier. Et suivez ce qu'il dit. La seule raison pour laquelle nous vendons les hamburgers à 15 centimes est qu'ils constituent la plus grande source de revenus à partir de laquelle nos locataires peuvent nous payer du loyer. Ça veut dire que le business de McDonald's, des hamburgers, que les franchisés, qu'on a vendus aux franchisés, c'est pour leur permettre d'avoir assez de revenus pour pouvoir louer leur local. Donc le premier business, c'est pour ça que j'ai dit que le premier business a pour but de donner la capacité aux clients d'avoir les moyens pour payer le second. En réalité, c'est le second qu'on veut leur vendre. En réalité, c'est avec le second business que nous, on se fait de l'argent. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut leur donner avant qui va leur donner la capacité de venir se procurer notre second service ou notre second produit. Et quand tu réfléchis comme ça, c'est extraordinaire. Regardez simplement aujourd'hui ce que les plateformes des réseaux sociaux font. Regardez ce que YouTube fait, regardez ce que Facebook fait. Ils te donnent une plateforme qui te permet de vendre ton image de marque, qui te permet de bâtir ton branding, qui te permet de te créer une communauté, qui te permet de vendre des produits. Et après, quand tu commences à prendre goût parce que tu commences à voir que non seulement tu fais de l'impact, mais tu te fais de l'argent. Lorsque tu vas aller plus loin, ils disent quoi? Hey, tiens, on a oublié de te dire, tu peux faire des publicités aussi. Ça, c'est gratuit, mais si tu veux toucher plus de personnes, tu peux faire des publicités et les publicités sont payantes. Vous voyez, il y a un business derrière le premier service. La plateforme qui te donne gratuitement, c'est pour que tu puisses te bâtir une communauté, tu puisses te bâtir une audience, tu puisses commencer même à faire tes premiers chiffres de manière organique, sans publicité, pour que toi-même tu te rendes compte que ah, ça c'est un bon business. Maintenant, quand tu vas aller plus loin, ils te disent, tu peux faire la publicité. Tu peux payer et au lieu de toucher 500 personnes, nous on peut te permettre de toucher 20 000 personnes. Si avec 500 personnes, tu as pu te faire 200 000, imagine ce que tu peux te faire en touchant 20 000 personnes. Et lorsque tu as déjà expérimenté le pouvoir des réseaux sociaux, tu payes facilement pour qu'ils boostent tes publications pour toucher un nombre précis, plus grand de personnes. Pourquoi? Parce que premièrement, ils t'ont donné un premier service qui te donne la capacité de te procurer le deuxième. Le premier service te montre l'importance du pouvoir des réseaux sociaux, mais te montre aussi pourquoi tu as besoin du second service. Et ça, c'est génial. Ça, pour beaucoup de personnes, les gens se disent que mais ils nous donnent un Facebook gratuit, YouTube gratuit. Ils gagnent quoi? Ils gagnent dans ceux qui payent pour les publicités. Tout le monde ne paye pas, mais le peu de personnes qui payent pour ces publicités leur donnent un argent fou. C'est pour ça que Mark Zuckerberg aujourd'hui est parmi les 20 personnes les plus riches au monde. Alors qu'il a d'abord offert un service gratuit et derrière il a un second service. C'est pour ça que j'ai donc dit, le premier business a pour but de donner la capacité aux clients d'avoir les moyens de payer les services du deuxième business. La quatrième leçon stratégique, c'est que si les clients sont satisfaits et que toi, tu ne l'es pas, ne ferme pas boutique. Pose-toi la question, quel business je peux créer derrière ce business qui apporte aux clients un niveau de satisfaction supérieur? C'est tout. Les clients de Ray Kroc, ses franchisés, étaient contents. Ils faisaient des chiffres. La seule chose, c'est que Ray Kroc n'était pas assez satisfait parce que le pourcentage qu'il recevait des ventes ne permettait pas de couvrir toutes ses charges et de s'en sortir. D'autres personnes, ce qu'ils allaient faire, c'est soit ils ferment boutique, ils disent qu'ils arrêtent ce business, soit ils augmentent le pourcentage à payer par les franchisés. Mais il n'a pas fait ça. Il a plutôt réfléchi à quel service supérieur je peux leur proposer pour les aider à être encore plus efficaces. Et c'est là où il a créé cette société Franchise Realty Corporation qui était chargée de construire les restaurants McDonald's que les franchisés allaient louer. Parce que ces restaurants, même dans la construction, il y a des normes précises. Il y a un plan précis pour les McDonald's et c'est ça qui suivait. Donc, c'est très important de le dire.
Et le cinquième ou la cinquième leçon, c'est quoi? Le business de façade génère les prospects qualifiés pour le business en arrière-plan. Écoutez bien. Le business de façade génère les prospects qualifiés pour le business en arrière-plan. Quand quelqu'un vient me voir, moi je suis Rick Rock, et me donne 950 $ parce qu'il dit que je veux être votre franchisé, je crois en votre label, je crois en votre marque, je crois en votre système, je crois que ça peut réussir dans ma zone et ça peut me rendre prospère. Et quand il me donne 950 $, pour moi c'est un prospect qualifié. C'est quelqu'un qui va forcément acheter mon second produit. Ça veut dire que quoi? McDonald's ne cherche pas à aller vendre ses immeubles à d'autres personnes. Il cherche des personnes qui ont acheté leur premier produit. Parce que si tu as acheté tu es devenu un franchisé de McDonald's, alors tu es qualifié pour le deuxième. Laissez-moi vous donner un exemple. Apple a créé quoi? iPhone, iMac, iPad. Ça, c'est le premier service que nous connaissons. Mais ils ont créé un service en arrière-plan. Le service en arrière-plan, c'est quoi? C'est App Store. Maintenant, les applications que tu dois utiliser dans ce téléphone, ils ont fait en sorte que tu ne puisses les avoir que d'une seule plateforme, c'est leur plateforme App Store. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si un vendeur d'applications veut vendre ses applications sur App Store, Apple dit j'ai 30% dans toutes les ventes. Toutes les fois que tu vends à un de mes clients, j'ai 30%. Si l'application coûte 10 000, j'ai 3 000. Si l'application coûte 100 000, j'ai 30 000. Quelles que soient les transactions. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec iTunes. Là où nous partons pour télécharger les musiques. Pour tout achat de musique, il a 30%. Ça, c'est le service en arrière-plan. En 2023, les marges bénéficiaires qu'Apple a tirées de App Store, les applications, la plateforme où on a les applications, et de iTunes, la plateforme où il y a les musiques et les films, les statistiques disent que la marge bénéficiaire de ces deux-là dépassait la marge bénéficiaire de la vente des téléphones, des iPads et des iMac. Vous voyez ça? Le business en arrière-plan donne plus que le business en premier plan. Combien de personnes, ceux qui connaissent ClickFunnels, en premier plan, ils vendent des formations. Et la formation, c'est comment aider à découvrir ton expertise et à utiliser Internet pour te faire des millions grâce à ton expertise. Ça, c'est le business en premier plan. Et généralement, c'est des formations qui ne coûtent pas assez cher. Et lorsque tu payes ces formations, tu commences à suivre ces formations et tu veux commencer à implémenter leur système, ils te proposent leur plateforme ClickFunnels qui va te permettre de créer tes tunnels de vente, de créer ton site Internet, de pouvoir suivre tes clients et de pouvoir suivre tes ventes. À partir de ce moment, la plateforme ClickFunnels qui te permet de prospecter, de faire le marketing digital, de bâtir tes tunnels de vente, d'atteindre tes clients, de contrôler ta communauté, devient le service en arrière-plan. Lorsque tu achètes leur formation, ça veut dire que tu te qualifies en disant que j'ai envie de vendre mon expertise sur Internet. Et tu deviens pour un prospect qualifié. C'est pour ça que c'est à toi qui propose leur plateforme numérique, leur plateforme digitale. C'est pour ça que j'ai dit, le business de façade génère les prospects qualifiés pour le business en arrière-plan. C'est ça que je voulais partager avec toi. Ce business model est excellent. Et lorsque tu le comprends, tu peux l'appliquer dans ton business et dans ton contexte. Peut-être toi aussi tu as des marges, mais elles ne sont pas fortes. Mais tu ne sais pas comment t'en sortir. Pose-toi la question de savoir quel est le business que je peux créer derrière ce business. Parce que n'oublie pas ce que je t'ai dit, le principe. C'est que toute solution que tu apportes à un problème crée de nouveaux problèmes qui demandent de nouvelles solutions. Donc pense comme ça. Maintenant que j'apporte cette solution, ce produit, ce service à mes clients, je n'ai pas une forte marge. Mais quel est le problème que ça crée? Imagine tu vends les téléphones. Ils ont maintenant les téléphones. Quand ils ont le téléphone, quel est le problème qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Peut-être ils ont besoin des écouteurs, peut-être ils ont besoin d'une puce, peut-être ils ont besoin d'une connexion Internet, peut-être ils ont besoin d'une protection. Pense comme ça. C'est ainsi que tu trouveras le business ou les opportunités business qu'il y a derrière le premier business. Et ça fera toute la différence. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne, laisse-nous tes commentaires. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.